Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas éternel. Les ressources s'épuisent, la pollution atteint des pics alarmants, la biodiversité est en danger. Toutes les espèces vivantes sur cette terre sont concernées par cet état de fait. Heureusement, de nombreuses personnes sont très actives dans la défense de notre environnement. C'est pourquoi, avant de vous présenter la vision extraordinaire de Jeff Bezos d'envoyer 1000 milliards d'êtres humains dans l'espace, je vous présente d'abord un YouTuber, le matérialiste, qui a un message important à vous faire passer. Bonjour, alors déjà je tenais à remercier JP pour son invitation sur sa chaîne, car ce genre de sujet me tient particulièrement à cœur. J'ai l'impression de saouler tout le temps mes amis et Twitter avec ça, mais bref. Donc, il y a quelques semaines, j'ai lancé une initiative très simple pour essayer de sauver la planète à mon échelle, comme je peux. Une initiative de ramassage de déchets. Et j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, Le Matérialiste. Dans celle-ci, on s'est attaqué à une immense zone dans laquelle traînaient des déchets depuis des années, ce qui me désolait, ça débordait d'ordures ménagères et de plastique. Et au bout de 2 mois, on a presque tout nettoyé avec des amis et des volontaires que je ne connaissais pas, car j'ai lancé des appels sur Facebook pour venir nous aider. C'était vraiment une super bonne ambiance, on s'est éclaté à le faire, même si c'était fatigant, pour à la fois nettoyer la nature, encourager les gens à imiter ces petits gestes. Je pense vraiment que ça peut faire une différence, surtout quand des gens s'arrêtent pour remercier et expliquer l'initiative à leurs enfants. Sinon, en dehors de ce genre de projet sur ma chaîne, je parle de l'histoire des objets et de la façon dont ils fonctionnent, pour donner envie de découvrir des objets disparus comme le gramophone, ou bien mettre en lumière un objet du quotidien comme la clé. Je vous invite à m'y rejoindre si ça vous intéresse, et je laisse la parole à JP pour sa vidéo qui va être sûrement passionnante. Voilà, vous l'aurez compris, ce n'est pas parce qu'on va parler d'envoyer masse d'humains dans l'espace qu'on doit laisser tomber notre bonne vieille terre. Vous trouverez toutes les infos du matérialiste en description. Alors, place au sujet principal de la vidéo, la vision de Jeff Bezos d'envoyer 1000 milliards d'êtres humains dans des gigantesques colonies spatiales. Est-ce potentiellement réalisable ou est-ce une vision un peu trop délirante de Jeff Bezos, le grand patron d'Amazon et surtout le fondateur de l'entreprise aérospatiale Blue Origin? C'est ce que nous allons essayer d'élucider dans ces 10 choses à savoir sur cette vision d'envoyer 1000 milliards d'êtres humains dans l'espace. Qui est Jeff Bezos? En fait, on ne le présente plus. Cet homme qui détient la première place sur le podium des plus grandes fortunes du monde n'est autre que le patron du géant du e-commerce Amazon et le fondateur de l'entreprise aérospatiale Blue Origin. Depuis sa création, cette dernière se fait remarquer par le développement de nouveaux moteurs fusées plus économiques et plus puissants qui équiperont le futur lanceur lourd New Glenn, lui aussi développé par Blue Origin. Jeff Bezos voit dans la conquête spatiale une étape incontournable dans l'évolution technologique et économique de l'humanité. Et il a raison. Très récemment, l'homme d'affaires aux 150 milliards de dollars de fortune personnelle annonce publiquement le projet Blue Moon. Avec cette phrase d'introduction très évocatrice, je cite « Il est temps de retourner sur la Lune, mais cette fois, pour y rester ». Le Blue Moon est un futur engin spatial capable d'atterrir sur la surface de la Lune et d'y apporter plusieurs tonnes de matériel, plusieurs rovers lunaires, mais aussi un véhicule pressurisé pour des humains. Ce projet est prévu d'être concrétisé pour 2024. Mais Jeff Bezos voit grand, très grand et surtout très loin dans le temps. « 1000 milliards d'humains envoyés dans l'espace ». Ce qui semble être un début de scénario de film de science-fiction fait pourtant bel et bien partie des déclarations de Jeff Bezos. Le fondateur de Blue Origin est un visionnaire, et son objectif est d'apporter les premières pierres à ce que ressembleront les futures colonies spatiales qui accueilleront les humains dont la population mondiale ne cesse d'augmenter à grande vitesse chaque jour. La planète Terre a ses limites. Ses ressources qui diminuent à chaque instant et le dangereux impact que nous avons sur le climat ne font qu'aggraver l'état général de notre seule et unique planète. Et à moins d'un changement radical de notre société actuelle, il arrivera tôt ou tard l'instant où l'humain et les autres espèces ne pourront plus survivre sur la Terre. Les dommages irréparables sur l'environnement, la toxicité de l'air et la surpopulation transforment petit à petit notre belle planète bleue en un monde hostile et de moins en moins propice à la vie. C'est pourquoi il a depuis longtemps été imaginé des mondes artificiels. De gigantesques stations capables de reproduire un environnement respirable, cultivable et habitable. Mais nous ne sommes qu'en 2019, et un simple envoi d'un satellite de quelques kilos représente un coût considérable. Alors, comment imaginer que l'on puisse un jour construire des structures spatiales aussi complexes que titanesques ?
le futur des colonies spatiales. Bon, ce qui est sûr, c'est que ni moi, ni vous, aussi jeunes que vous puissiez être, ne verrons jamais ces énormes stations dans le système solaire. Que ce soit une voiture, une maison ou un téléphone, la création d'un objet demande des ressources plus ou moins nombreuses. Et dans le cas où l'humanité existerait toujours à une époque future où ces mondes artificiels pourraient être potentiellement réalisables, les ressources de la Terre seraient certainement bien loin d'être suffisantes pour réaliser ces structures pharaoniques. L'humain serait alors obligé de puiser les ressources nécessaires ailleurs que sur notre planète. Et l'idée d'exploiter des ressources hors de nos frontières planétaires existe déjà aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas encore les technologies ni les budgets nécessaires pour extraire des métaux ou des gaz en grande quantité ailleurs que sur Terre, et encore moins la capacité de les ramener à faible coût, mais cela ne nous empêche pas de repérer les endroits de notre système où une éventuelle future exploitation industrielle pourrait y être installée. Par exemple, des analyses de la surface lunaire ont révélé des traces de titane, un métal rare et précieux sur Terre, mais qui, en grande quantité, pourrait servir dans la construction de grandes structures qui seraient plus légères et résistantes que si elles étaient réalisées en acier. Alors, à la question, est-ce possible que, dans un futur lointain, de telles stations abritant des mondes artificiels existeront? J'ai envie de répondre, oui, peut-être, mais ce n'est pas tout de les construire. Il faut pouvoir aussi y vivre et de s'y déplacer de la même manière que sur Terre. Et pour cela, il faudrait produire une gravité artificielle. La gravité artificielle. Actuellement, les hommes et les femmes envoyés dans l'espace ne sont pratiquement soumis à aucune pesanteur. Vous avez certainement déjà vu l'équipage de l'ISS se déplacer librement dans les différents modules de la station. Ça peut être cool vu comme ça, sauf qu'à long terme, le corps humain subit de graves dommages. Les muscles s'atrophient par manque d'exercice, le squelette perd en densité, et j'en passe. La solution viable pour nos futures stations serait donc de créer une gravité artificielle. Et c'est tout à fait possible, selon certaines conditions. Il existe plusieurs méthodes, mais la plus facilement réalisable serait de faire tourner la structure sur elle-même, et donc de créer une force centrifuge. Le principe est simple. Un contenant tourne sur lui-même à une certaine vitesse et attire son contenu vers ses extrémités internes. Du coup, pourquoi n'utilise-t-on pas ce principe dans nos vaisseaux spatiaux actuels ? Eh bien, parce qu'il faudrait un très gros vaisseau pour stimuler la gravité terrestre sans effet secondaire néfaste sur le corps. Imaginez ce vaisseau comme un cylindre. Le but serait de pouvoir marcher sur ses extrémités internes. Eh bien, pour reproduire la même gravité que sur Terre, il faudrait qu'il tourne sur lui-même 2 fois par minute et que son rayon soit d'au moins 224 mètres, soit un diamètre de 448 mètres. S'il était plus petit, il faudrait donc le faire tourner plus rapidement pour augmenter la force centrifuge, mais le corps humain le supporterait mal, car en tournant plus rapidement, la gravité ressentie ne serait pas la même au niveau de vos pieds qu'au niveau de votre tête, ce qui entraînerait des vertiges, des nausées, des vomissements. Bref, mauvaise idée à moins que l'on souhaite un doux parfum de vomi dans toute la station. Un maximum de 2 tours par minute est donc ce qu'il y a de plus viable si nous devions habiter définitivement dans ces immenses structures abritant la vie. La vie dans une colonie spatiale. Bon, admettons que nous soyons dans le futur et que nous ayons l'opportunité de quitter la Terre pour vivre dans l'une de ces grandes colonies spatiales. Depuis le début de son existence, l'humanité fonctionne selon des critères bien spécifiques. À petite ou grande échelle, les populations ont toujours été dirigées par des chefs de tribus, des rois, des empereurs et autres chefs d'État. La sécurité du territoire a toujours été assurée par des guerriers ou des forces de l'ordre telles que la police, la gendarmerie ou l'armée. Ce mode de fonctionnement sociétal fonctionne depuis des millénaires, alors pourquoi changer une recette qui marche ? La vie ne serait pas si différente de celle que l'on connaît sur Terre. Il y aurait des villes, des zones agricoles, des espaces de loisirs et, dans le meilleur des cas, des espaces verts et sauvages où la nature pourrait reprendre une partie de ses droits que nous, humains, lui accorderions. Toutefois, il y aurait certaines contraintes. Qui dit mondes artificiels abrités dans des stations, dit aussi limitation de l'espace vital. Et comme c'était toujours le cas dans les époques anciennes et actuelles, différentes classes sociales existeront, et certaines ne disposeront pas des mêmes avantages que d'autres. On peut imaginer que la majorité du peuple devra se partager les zones urbaines, où chacun devra faire avec l'espace de vie qu'on lui accordera. D'autres, ayant une fonction professionnelle plus haute dans la hiérarchie, auront peut-être droit à une habitation en dehors de ces zones urbaines, avec un jardin privatif. Tandis que les patrons, les dirigeants, les politiciens, bref, entre grands guillemets, les élites, auront le privilège de vivre dans les plus beaux endroits de la station. Du coup, rien de bien différent de ce qu'on peut constater de la société d'aujourd'hui sur Terre. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte.
Rappelons-nous que ce sont des mondes artificiels que nous aurons nous-mêmes créés. Il n'y aura plus destruction de notre environnement pour en extraire ses ressources. On ira les chercher ailleurs. Les ressources. J'en ai parlé brièvement dans un des points précédents. Nous avons déjà commencé le repérage des ressources exploitables dans notre système solaire. Et il est tout à fait concevable que dans un futur plus ou moins lointain, nous aurons les technologies nécessaires pour les extraire. Mis à part les zones agricoles, il n'y aurait donc plus de sites industriels exploitant de la matière première de la station. Nous ne verrions plus de paysages déformés à jamais par des gigantesques mines à ciel ouvert ou des sites de forage pétrolier. Nos vaisseaux spatiaux n'auraient plus à dépenser une quantité astronomique d'énergie pour s'arracher à la gravité terrestre, étant donné qu'un décollage depuis une station ne lui demanderait qu'une légère poussée. C'est pourquoi il est probable que l'entièreté du système solaire deviendrait une gigantesque zone de ressources exploitables permettant à l'humanité de rentrer dans une nouvelle ère. L'homme ne dépendrait plus que d'une seule planète, mais d'un système entier. Il y trouvera de nombreux métaux, gaz et autres matières premières qui, forcément, feront progresser à grands pas les niveaux technologiques et d'expansion des populations humaines. Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude. Depuis ses débuts, les progrès technologiques de l'homme ont engendré de fortes croissances des populations, avec une très nette explosion démographique au cours du XXe siècle. En moins de 100 ans, nous sommes passés de 2 à plus de 7,5 milliards d'humains sur notre planète. L'accès à de nouveaux types de ressources et de technologies pourrait rendre encore plus facile la création continue de nouveaux mondes artificiels, voire même de colonisation planétaire dans d'autres systèmes que le nôtre. Peut-être me trouvez-vous trop rêveur dans mes propos, mais l'Homo sapiens est une espèce toute récente dans l'histoire de notre monde. Et à ce jour, l'homme est la seule espèce connue ayant pu évoluer de manière à contrôler une planète tout entière. Et qui sait ce que l'avenir lointain nous réserve. Le climat dans les colonies. Aujourd'hui, nous sommes à la merci des phénomènes météorologiques de notre planète. Elle est seule à décider s'il pleut, s'il neige ou s'il fait beau. Mais qu'en serait-il dans ces fameuses futures colonies spatiales qui nous font rêver ? En créant des mondes artificiels, nous serions bien évidemment à l'abri des catastrophes naturelles planétaires telles que les volcans, les tremblements de terre ou encore les tsunamis qui n'existeraient tout simplement pas dans ces structures. Ce qui ne signifie pas que nous n'aurions pas besoin de recevoir quelques gouttes de pluie de temps à autre. Un climat sec rendrait la vie dure et éphémère dans un environnement fermé. L'exploitation des zones agricoles serait également impossible et provoquerait progressivement une famine générale à la station. Différentes techniques actuelles permettent la création de nuages et de les rendre pluvieux. Par exemple, en leur injectant une faible quantité de neige carbonique ou d'azote liquide, cela permet la congélation d'une multitude de fines gouttelettes, de laisser la gravité faire son travail et espérer qu'elles soient décongelées arrivées au sol. Cependant, les réserves d'eau ne seraient pas illimitées dans une station. Même avec un recyclage performant, un approvisionnement régulier en eau serait nécessaire et heureusement, ce n'est pas ce qui manque dans le système solaire. L'eau se trouve en grande quantité dans des petits corps tels que les comètes ou certains des débris formant les anneaux des géantes gazeuses, mais aussi peut-être sur la surface de corps beaucoup plus gros tels que Mars ou Europe, l'un des satellites de Jupiter. Quoi qu'il en soit, peu importe notre niveau technologique et la taille de nos vaisseaux spatiaux, l'eau est et restera certainement la ressource naturelle la plus précieuse que l'on puisse avoir. Mais une question subsiste, ces stations, à quoi pourraient-elles bien ressembler ? La forme des stations. Imaginez-vous, dans le futur, vous êtes dans une navette en provenance de la Terre et vous arrivez bientôt à destination de votre nouvel habitat, une colonie spatiale flambant neuve. À quoi pourrait-elle bien ressembler ? Eh bien, plusieurs idées ont germé. Certaines réalistes, d'autres complètement loufoques. Concentrons-nous donc sur les différents designs possiblement réalisables. Le premier se nomme la sphère de Bernal. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une sphère, bien évidemment creuse. L'idée originale est pondue en 1929 par le physicien britannique John Desmond Bernal. Il imagine une sphère de diamètre de 1,6 km capable d'accueillir une population totale de 20 à 30 000 personnes. Plus tard, dans les années 70, un autre physicien reprend l'idée de Britannique. Il imagine cette fois une sphère plus petite, 500 mètres de diamètre, tournant sur elle-même à la vitesse de quasiment 2 tours par minute pour y reproduire la gravité terrestre. Les pôles nord et sud de la sphère sont vitrés, de manière à laisser entrer la lumière du soleil dans la sphère et ainsi permettre à la vie de subsister.
Ce modèle plus petit pourrait théoriquement accueillir 10 000 personnes. Quant au choix originel de Bernal pour une sphère, ce n'est pas au hasard. En effet, cette forme est connue pour sa grande résistance aux différences de pression entre l'environnement externe et interne. Mais revenons à la capacité d'accueil. 10, 20 ou 30 000 personnes, est-ce bien suffisant pour satisfaire nos visions de stations gigantesques dignes des meilleurs films de science-fiction? Bien sûr que non, il nous faut un truc bien plus grand. Le Thor de Stanford. Cette fois, il ne s'agit pas d'une sphère, mais d'un anneau ou plus précisément un Thor, une sorte de tube refermé sur lui-même. C'est en 1952 que le célèbre ingénieur allemand Werner von Braun fut le premier à imaginer ce concept de colonie spatiale. Mais il faudra attendre 1975 pour que des chercheurs de l'université de Stanford proposent un concept concret à la NASA. L'idée est de construire un Thor creux de diamètre de 1,8 km relié à une structure centrale par différents couloirs, permettant de solidifier l'ensemble mais aussi de servir de passage entre le noyau et le Thor. Sa taille de près de 2 km lui permettrait de ne tourner qu'une seule fois par minute afin de créer une gravité terrestre artificielle sur les extrémités internes de l'anneau. C'est donc là que serait installé l'ensemble des zones résidentielles et agricoles. Et pour ce qui est de la zone centrale du Thor de Stanford, elle ne serait pas soumise à la même force gravitationnelle, ce qui aurait certains avantages, principalement pour les usines et autres industries qui ont souvent besoin de manipuler de lourdes charges. L'énorme diminution de poids nécessiterait donc beaucoup moins d'énergie, ce qui n'est pas négligeable dans une station spatiale autonome alimentée principalement par l'énergie solaire. Le concept du Thor de Stanford pourrait abriter, en théorie, une population de 140 000 personnes. C'est pas mal, mais non, il nous en faut plus, beaucoup plus. Et c'est certainement de ce troisième et dernier concept de station que nous allons trouver satisfaction. Le cylindre O'Neill. Par son nom très évocateur, il s'agit cette fois d'un cylindre imaginé par le physicien américain Gerard O'Neill. Comme pour les deux concepts précédents, il est en rotation, et dans son cas sur l'axe de la longueur. Et parlons-en justement des dimensions. Le cylindre O'Neill a un diamètre de 6 km pour une longueur 5 fois plus grande, soit 30 km. Le cylindre est divisé en 6 zones bien distinctes, s'étalant sur toute la longueur de la structure. 3 de ces zones sont transparentes et permettent de faire rentrer la lumière indispensable à la station. Les 3 autres zones sont dédiées uniquement aux espaces résidentiels. Pour ce qui est des zones agricoles, Gerard O'Neill a imaginé un anneau extérieur au cylindre sur lequel seraient disposées les différentes cultures. L'avantage est que cet anneau tournerait à une vitesse différente du cylindre, ce qui pourrait, d'après lui, favoriser la culture de certaines espèces végétales. Concernant les zones industrielles, le principe est fort semblable au Thor de Stanford. Au centre des extrémités du cylindre, la gravité y est moindre, ce qui rend donc également beaucoup plus aisée la manipulation de machines lourdes par les travailleurs venant des zones résidentielles ayant la capacité d'accueillir plusieurs millions de colons. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait rêver. Peut-être un peu trop d'ailleurs, je l'avoue. Mais avec du recul, est-ce que les hommes du début du XXe siècle vous auraient cru si vous leur aviez dit un jour que l'être humain, cette espèce capable du pire comme du meilleur, aurait posé le pied sous la Lune quelques décennies plus tard? Mais bien sûr, soyons réalistes, nous ne sommes qu'au début de cette nouvelle ère de la conquête spatiale. Le chemin sera encore long avant de choisir la planète autour de laquelle nous souhaiterons orbiter. Alors en attendant, profitons du présent et gardons les pieds sur Terre. Vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous dit de me remercier ou me soutenir, j'ai une page Utip et un Tipeee. Ça fait toujours plaisir et ça aide à renouveler le matos. Sinon, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao.